En 1943, la marine américaine entreprenait une série de tests dont le but était de soustraire les navires alliés à la détection des radars ennemis. Le résultat de ces expériences n'a jamais été divulgué. Le dernier essai qui a mis fin au projet est connu sous le nom de Philadelphia Experiment. Le projet Montauk est un groupe supposé d'opérations qui aurait été mené par le gouvernement des États-Unis. Opéré à Camp Hero ou à la base militaire de Montauk, ces opérations auraient visé à renforcer l'information des États-Unis sur la guerre psychologique. Mais ils voulaient aussi faire des expériences sur le voyage dans le temps. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet, dont ceux de Preston Nichols, et certaines personnes croient que c'est l'origine de ces rumeurs sur le projet Montauk, à Long Island. Mais en réalité, ces histoires remontent cependant à plusieurs décennies. Au début des années 80, Preston Nichols affirmait qu'il s'était soudainement souvenu de choses qui étaient réprimées dans sa mémoire. Originaire de New York, Nichols affirme qu'il a obtenu des diplômes en psychologie, en génie électrique et en parapsychologie. Ceux qui croient au projet Montauk disent qu'il s'agit d'une suite de l'expérience de Philadelphie, une expérience catastrophique qui aurait eu lieu en 1943. Ils étudiaient l'électromagnétisme, d'après les découvertes de Nikola Tesla, et étaient curieux de savoir comment rendre les choses invisibles, pour les utiliser dans le domaine de la guerre. Cependant, lorsqu'un rapport a été préparé pour le Congrès, il a été officiellement rejeté. Ils ont prétendu que ce serait beaucoup trop dangereux. Cependant, il aurait quand même été financé secrètement par le ministère de la Défense, avec 10 milliards de dollars, argent issu d'un train qui transportait de l'or nazi. Les travaux ont commencé à Long Island, près de New York, mais des améliorations ont d'abord été nécessaires. Ils ont déménagé la base à Montauk à la fin des années 60. Ils ont fait un bunker sous la base, et ensuite, pour le masquer, ils ont fermé la zone, à cause de la contamination électromagnétique de l'environnement. Des rumeurs ont commencé à parler de ce qui s'était passé. Les gens ont dit que l'établissement avait 12 niveaux, et qu'il y avait des centaines de travailleurs. Il y avait des rumeurs que les bâtiments souterrains étaient si grands qu'ils étaient allés bien au-delà des limites de Montauk. En manque de cobayes pour leur premier test, on pense qu'ils auraient pris des sans-abri et des orphelins. Certains d'entre eux n'ont jamais été revus, mais quelques-uns auraient survécu. L'un de ces survivants, Stuart Swerdlow, affirme avoir été impliqué. Il dit qu'il avait amélioré ses capacités psychiques, au point de matérialiser des objets à partir de rien. Il dit aussi que son esprit et ses facultés mentales ont été stimulés, mais il y avait une perte, due à l'instabilité émotionnelle, et qui était devenue problématique. Il a également été confronté à un stress post-traumatique, et à d'autres problèmes. Parallèlement à cela, des expériences de téléportation auraient également été menées avec succès. Vous pourriez penser que c'est déjà incroyable, mais il y a encore plus incroyable au sujet du projet Montauk, et la réalité dépasse la fiction. En 1983, alors qu'ils avaient une maîtrise totale de l'espace-temps, ils ont créé un tunnel spatio-temporel qui permettait de se connecter avec l'USS Eldridge, un navire de la marine américaine qui, 40 ans plus tôt, avait disparu lors de l'expérience de Philadelphie de 1943 et était coincé dans une bulle de l'hyperespace. Des marins de l'Eldridge, Duncan Cameron et son frère, Edward Cameron, qui avaient sauté par-dessus bord, auraient voyagé dans ce tunnel spatio-temporel et seraient arrivés en 1983 sur la base militaire du projet Montauk. Puis, ils furent emmenés par des militaires armés dans une installation souterraine où ils furent accueillis par le professeur von Neumann qui dirigeait ces expériences. Alors, il leur expliqua qu'il devait les renvoyer vers l'Eldridge en 1943 afin qu'ils détruisent ces générateurs de champs électromagnétiques pour que le bateau réapparaisse et retourne dans les installations navales de Philadelphie. Une fois renvoyés sur l'Eldridge, ils détruisirent l'équipement du poste de contrôle et les générateurs cessèrent de fonctionner. Alors que le champ électromagnétique commençait à s'inverser, ils retournèrent sur le pont et constatèrent avec horreur que des marins étaient incrustés dans les parois métalliques du navire. Voyant toute cette panique, Duncan Cameron sauta à nouveau par-dessus le pont du navire et disparut. Comme les champs magnétiques ne s'étaient pas encore effondrés, il retourna en 1983 au projet Montauk. Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous faire un petit récapitulatif sur la fameuse expérience de Philadelphie et le programme Montauk au Phoenix qui en sera la résultante.
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, nous savons que la marine des États-Unis s'était livrée à une multitude d'expériences, hein, dont beaucoup étaient frappées du sceau du secret. Dans certaines de ces expériences, la marine US aurait essayé de trouver des applications militaires aux dernières découvertes ou théories de la physique, hein, comme la théorie du champ unifié élaborée par Einstein. Dans les années 40, le président des États-Unis, Roosevelt, invitera Nikola Tesla à intégrer un programme de recherche, hein, qui gravitait sur l'invisibilité radar des navires. Pour permettre à Tesla et à son équipe de scientifiques d'effectuer les premières expériences, la marine des États-Unis leur fournira un croiseur, le USS Eldridge. Tesla aménagera le pont du navire de manière à y installer 3 énormes générateurs qui devront noyer le navire sous un intense champ magnétique afin de le rendre invisible au radar ennemi. Mais bon, Tesla n'était pas confiant car il savait qu'un tel champ magnétique affecterait automatiquement les membres d'équipage. Il décidera de saboter alors l'expérience et se retirera de l'aventure. Il léguera son poste à un professeur du nom de von Neumann, hein. Celui-ci reprendra le travail et le jour J, tout était prêt pour l'expérience de Philadelphie. Nous étions le 12 août 1943. Le croiseur USS Eldridge sera déplacé, hein, mais restera visible des côtes du port de Philadelphie. On ordonnera donc aux techniciens d'actionner les commutateurs, hein. Dès le début de l'expérience, un énorme nuage brumeux de couleur verdâtre va envelopper le navire, hein, tout le navire. Et le croiseur commencera à disparaître des radars. Mais comme le champ magnétique utilisé était très très intense, c'est carrément toute la structure du bateau qui va se mettre à disparaître. Les scientifiques, dont von Neumann, ne comprenaient pas trop ce qui se passait. La dématérialisation du bateau n'était pas prévue. C'est ce qui les a un peu choqués. Donc là, le bateau avait complètement disparu, hein. Mais au bout de 4 heures, les techniciens vont voir réapparaître le navire, hein. Et pendant ce temps, 2 des marins d'équipage qui avaient compris qu'il y avait un sérieux problème sur le navire avaient décidé, eux, de sauter par-dessus bord, hein. Mais au lieu de se retrouver dans les eaux de l'océan, hein, ils se retrouveront en fait aspirés dans une sorte de tunnel qui les conduira 40 ans plus tard, au milieu d'une autre expérience d'invisibilité qui se déroulait le 12 août 1983 dans la base de Montauk. Apparaissant dans un secteur sous haute surveillance, hein, ils sont rapidement capturés par des gardes avec des chiens et emmenés dans les sous-sols de la base de Montauk. Et là, on leur présentera un vieillard qui se dit être le professeur von Neumann. Les 2 marins intrigués diront mais c'est pas possible, on vous a quitté il y a de cela quelques heures, vous étiez tout jeune. Et là, vous êtes vieilli d'au moins 40 ans. Et von Neumann leur expliquera qu'en fait, il n'était plus en 1943, mais en 1983. Il leur dira qu'en réalité, vous avez fait un saut dans le temps, de 40 ans. Ce qui s'est passé, c'est que l'expérience que nous avions réalisée en 1943 se serait connectée avec celle que nous sommes en train de faire actuellement en 1983. Ce sont les générateurs du croiseur Eldridge qui alimentent le champ magnétique qui maintient le tunnel d'hyperespace encore ouvert. Ils relient les 2 expériences entre elles. Si on ne coupe pas ce champ, ça risque de devenir catastrophique pour notre monde. Von Neumann va leur dire, messieurs, vous devez retourner sur l'Eldridge, hein, et détruire les générateurs. Une fois le travail fait, les champs se couperont d'eux-mêmes et tout redeviendra normal. Après avoir détruit les générateurs, le champ magnétique s'était effectivement coupé et le croiseur USS Eldridge se rematérialisera en 1943. Lorsque les scientifiques sont montés à bord, à l'époque, en 1943, ils ont été saisis d'horreur en voyant l'état des membres d'équipage. Certains couraient dans tous les sens, d'autres se consumaient complètement, pendant que d'autres étaient carrément intégrés aux cloisons du navire. Ils ont arrêté les expériences pendant quelques temps, hein. Mais comme ils comprendront la cause par la suite de tout ce désastre humain, ces mêmes scientifiques relanceront le programme en effectuant de nouvelles expériences. Et là, les marins qui serviront de cobayes reviendront indemnes. Le navire réapparaîtra, mais ils ne seront pas intégrés dans le cloison parce qu'ils ont réussi à mettre au point une sorte de générateur, hein, qui annulait certains champs et évitait aux marins de se dématérialiser, se rematérialiser avec le navire. C'est un peu une sorte de, comment dire, en les mettant en liaison, on mettait en liaison le champ magnétique et le champ des hommes, pour qu'il n'y ait pas d'interférence, pour que lorsque le navire se matérialise, les agents, les marins se matérialisent en même temps. Comme ça, ils ne vont pas apparaître intégrés dans les cloisons. En 1947, l'équipe de von Neumann demandera au gouvernement de leur trouver une base, hein, où ils pourront continuer à expérimenter ce mystère qu'ils avaient
découverts lors de la première expérience de Philadelphie. Le gouvernement leur fournira une base désaffectée, hein, qui est celle de Montauk, proche de Long Island à New York. Hein. Dans cette base, il y avait un énorme radar. Les techniciens avaient remarqué que les changements de fréquence du radar affectaient beaucoup les gens en modifiant leurs humeurs. Intrigués, les scientifiques s'amuseront à modifier les fréquences du radar et constateront qu'à chaque nouvelle fréquence, on pouvait induire un nouveau comportement chez l'individu. Pour tester les différentes fréquences du radar sur un individu, eh ben, nos scientifiques vont construire une sorte de chaise longue, hein, laquelle on allongeait les cobayes humains. C'est la fameuse chaise de Montauk. Hein. Avec le temps, cette chaise sera équipée, sera modernisée, hein, et dotée, équipée d'un étrange système de cristaux et de bobinage. La tête du cobaye humain qui s'allongeait sur la chaise, elle, était recouverte d'une sorte de casque dont les fils étaient reliés à un autre système qui était dans la salle. Alors qu'ils cherchaient à modifier le comportement des individus, hein, grâce aux différentes fréquences du radar, les scientifiques vont découvrir un autre phénomène. Ils avaient remarqué que lorsqu'un sujet se concentrait sur un objet bien précis, hein, cet objet, il pouvait le matérialiser grâce à la puissance du champ électromagnétique et de sa pensée psychique. Hein. Donc lorsque le champ électromagnétique du radar était activé, et plus la puissance de son objet, du moins de son psyché, lorsque le tout était couplé, ça a matérialisé l'objet. Les techniciens avaient entre autres remarqué qu'il y avait une certaine altération du temps lorsque le système était activé. C'est à ce moment-là qu'ils décideront de tester quelque chose d'autre. Ils demanderont aux cobayes allongés sur la chaise d'imaginer une époque bien précise. Et là, ils vont être stupéfaits de voir se former dans les sous-sols, parce que en dessous de cette chaise, il y avait une grande pièce. Et c'est dans cette pièce que le vortex se formait. La première fois, ils ont été stupéfaits de voir un vortex se former, et l'aspect de un vortex qui donnait l'aspect d'un tunnel, hein, comme celui que vous voyez dans la série Au cœur du temps, et que vous voyez là. Hein, c'est une image qui est puisée sur la série Au cœur du temps. Je parle du tunnel, hein, parce que le bateau qui est à l'intérieur, ça a été un rajout, hein, fait par la personne qui fait la vidéo. Dont vous entendez la voix robotisée. Hein. C'est une vidéo qui est tirée du site de la chaîne La Vérité est ailleurs. Donc nos scientifiques avaient compris que maintenant certains de nos cobayes humains pouvaient ouvrir des vortex vers des régions, vers des époques bien précises. À partir de ce moment, les scientifiques avaient compris qu'ils pouvaient visiter le temps. Et c'est grâce à ce système qu'ils ont réussi à envoyer les deux marins sur l'Eldridge en 1943. Bien entendu, quand je dis qu'ils ont réussi à ouvrir des brèches spatio-temporelles vers d'autres époques de notre monde, ils ont aussi réussi à aller visiter d'autres planètes. C'est un système avec lequel vous pouvez aller visiter d'autres planètes. Et je dis ça parce que je reviens sur ce que je disais dans d'autres vidéos en parlant du grand monarque. J'expliquais qu'il y a de fortes probabilités pour que ce grand monarque orchestre un programme d'évacuation de la planète. Et je disais que la technologie existait, hein, comme vous venez de le voir dans cette vidéo. Aux États-Unis, c'est opérationnel. Hein. En France, pas encore, puisque je pense que ça doit se faire secrètement dans des casernes. Puisque je reste persuadé que le matériel extraterrestre, du matériel extraterrestre serait en fait débarqué dans certaines installations militaires en France. Et bon, ce débarquement d'appareils serait lié au programme Monarque. Hein. Je parle du programme du grand monarque. Pas le monarque qui faisait allusion à la manipulation des esprits. Hein. Donc peut-être que tout cela est lié. Hein. Pour ce qui est du matériel extraterrestre, il y a certains vont me dire, il faut des preuves, j'ai pas de preuves. Hein. Je vous dis que je pense que ce matériel serait en train d'être débarqué, probablement. Puisque dans un de mes rêves, j'ai entrevu des militaires tester du matériel antigravitationnel. Peut-être que ce rêve, j'étais en train de rêver réellement, ou alors j'étais dans une caserne où ils sont en train de tester du matériel extraterrestre.
Donc si ces militaires sont en train de tester du matériel antigravitationnel, ça sous-entend que celui qu'on appelle le Grand Monarque est déjà sur Terre et qu'il a déjà pris contact, du moins. Nos visiteurs extraterrestres ont déjà repris contact avec ses équipes. Puisque ce Grand Monarque, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il est un peu en stand-by, il est en sommeil actuellement. Bien qu'il travaille, je pense qu'il a déjà commencé à travailler même. Bon voilà, j'en ai fini hein, avec cette vidéo. Ben, la série Au cœur du temps, bah, c'est vrai que c'est moi qui avais fait le rapprochement avec cette série, puis l'expérience de Montauk, le programme Phoenix, c'était à moi. Il y en a d'autres avant moi qui l'avaient constaté, mais bon, sur Internet, dans les blogs, c'est moi qui faisais le lien entre l'expérience de Philadelphie, le programme Montauk et la série Au cœur du temps. Parce que bon, personne ne peut vous dire que voilà, ce qui se passait dans cette série, en réalité, c'est tiré de faits réels. Parce que les gens avaient peur du ridicule, donc personne n'avait osé jusqu'à ce que je commence à en parler il y a de cela quelques années. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, grâce à certains blogs, j'ai réussi à mettre cela et à expliquer que la série Au cœur du temps en réalité faisait allusion à ce qui s'était passé pendant les expériences réalisées à Montauk. Bien entendu, aujourd'hui, cette base est complètement désaffectée. Hein. Ils ne sont pas idiots non plus, nos scientifiques. Hein. Ils savent très bien que voilà, les gens commencent à récupérer leur mémoire. Mais bon, ça, ils y peuvent rien, parce qu'en réalité, s'ils ont commencé à récupérer la mémoire, ça ne vient pas d'eux. Parce qu'ils pensaient qu'en effaçant la mémoire, ça serait définitif. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'il y a une autre force qui a réactivé la mémoire de ces gens. Probablement pour que ça arrive aux oreilles de ce mystérieux grand monarque dans le futur. Parce que comme il sera amené à programmer un plan d'évacuation, il faut qu'il ait en tête ce genre d'expérience. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont récupéré la mémoire, certains de ces cobayes humains. Parce que là-bas aux États-Unis, on vous cache tout. Hein. On ne va pas vous divulguer certaines informations. Hein. Ce qui inquiète l'état-major américain, c'est de savoir que probablement du matériel extraterrestre beaucoup plus important que chez eux serait débarqué dans certaines casernes en France. Je pense que le gouvernement américain est au courant de cette réalité, mais bon, il surveille. Je pense qu'ils doivent bien surveiller avec les satellites certaines régions de France hein, pour voir ce qu'il en est. Hein. Mais ne me demandez pas de vous ramener de preuves, hein, j'en ai pas de preuves. Hein. Je vous dis simplement que je pense qu'il y a de fortes probabilités, et surtout en fonction de tous ces signes dont j'annonce la couleur dans mes vidéos, hein, de fortes probabilités pour qu'on ait eu déjà des contacts extraterrestres hein, avec nos visiteurs. Eux, ils ne peuvent pas vraiment intervenir parce que je pense qu'ils devront s'aligner sur le calendrier de Dieu dans le futur. Hein. Bah oui, c'est logique. Surtout si, comme je l'ai dit, l'antéchrist se manifeste, ça sera le début de la fin de notre monde. Donc ils le savent très bien. Eux. Ils ne peuvent pas intervenir, interagir dans les programmes, les dessins que Dieu a choisis pour une planète. Hein. Parce que chaque planète a une destinée bien précise. Hein, c'est Dieu qui l'a écrite. Hein. Et aujourd'hui, si on voit les extraterrestres arriver massivement dans notre système solaire, ce n'est pas le fruit du hasard, hein. Ça a commencé dans les années 50, mais bien plus tôt. Hein. Parce que Roswell, vous savez que Roswell, en 1947, lorsque cet ovni s'était crashé à Roswell, hein, c'est la foudre qui l'avait détruit. Hein. Oui, c'est étrange, la foudre qui détruit cet objet pour qu'il s'écrase à Roswell. À partir de 1947, le gouvernement américain savait très bien que des extraterrestres visitaient notre système solaire. Donc avec leur télescope, ils avaient bien vu que beaucoup de lumière était en mouvement dans certains cratères lunaires. Donc ils voulaient en avoir le cœur net. C'est pour cette raison qu'ils ont lancé le programme Apollon. Bien entendu, le programme Apollon a été lancé pour concurrencer les soviétiques. Hein. Vous vous souvenez, hein, le premier homme... non, ils avaient lancé déjà le premier satellite, hein, les Russes. Donc les Américains, ils ont vu rouge. À partir de ce moment, ils se sont lancés dans un programme spatial. Oui, je sais, concernant le voyage dans la Lune, certains vont me dire, oui, mais ils n'ont jamais été sur la Lune. Bah, réfléchissez, si en 1947, il y avait des visiteurs extraterrestres et qu'on sache que sur la Lune, il y a des bases extraterrestres,
et que probablement ce grand monarque a dû envoyer des messages vers le passé pour mettre en contact les autorités américaines avec certaines civilisations extraterrestres. Je pense que les Américains, lorsqu'ils ont envoyé leurs astronautes sur la Lune, étaient bien conscients de toute cette réalité. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien à craindre de la part des extraterrestres qui sont positionnés sur la Lune. Quand je dis positionnés, ils n'ont pas construit des bases aériennes, parce que vous savez, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc tout s'écrase d'abord. Les bases elles sont construites à l'intérieur des cratères lunaires, profondément dans le sous-sol. C'est des bases hermétiques oxygénées, donc, parce que les extraterrestres sont comme nous, ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Sur la Lune, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'oxygène, donc ils ne respirent pas, donc ils sont obligés de rester dans leur base. Et lorsqu'ils quittent ces bases, ils le font à bord de leurs appareils qui sont eux-mêmes oxygénés à l'intérieur. Tout comme la fusée Apollon et le complexe des astronautes, c'était oxygéné pour tenir jusqu'à la Lune. Nos visiteurs extraterrestres, lorsqu'ils sont dans leur vaisseau, leurs vaisseaux sont oxygénés, ce qui leur permet de faire des sauts jusqu'à notre astre lunaire. Quand je dis des sauts, c'est, vous savez, un ovni, en quelques minutes, il peut se retrouver sur le sol lunaire. Hein. Quand vous voyez certaines vidéos, c'est instantané. Hein. Ça va à des vitesses incroyables, des vitesses folles. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.